Bonsoir, merci de me permettre de venir à cette heure tardive vous parler un peu de changement climatique. Alors aujourd'hui, ce changement climatique, on le subit. Nous en sommes à environ 1 degré de réchauffement à la surface des continents et des océans, autour d'1,5 degré en France comme sur la plupart des continents. Et ce changement climatique, il est dû aux activités humaines, les rejets passés et actuels de gaz à effet de serre qui empêchent de la chaleur de partir vers l'espace, un petit peu masqué par l'effet refroidissant des particules de pollution. Ce changement climatique a des effets visibles partout, sur les continents comme dans les océans, spectaculaires avec le recul généralisé des glaciers, une baisse de l'enneigement en moyenne montagne, un recul de la glace de mer autour du pôle Nord, et puis une fonte du Groenland, de l'Antarctique. L'océan se réchauffe et gonfle. Pour donner un ordre de grandeur de ce que représente ce degré de réchauffement, entre 2018 et 2019, l'océan a rentré plus d'énergie que 45 fois ce que l'ensemble de l'humanité a consommé l'année dernière. C'est le résultat de l'augmentation de l'effet de serre et cette accumulation formidable d'énergie dans la machine climatique. L'océan se réchauffe et gonfle, le Groenland fond 2 fois plus vite la dernière décennie que la précédente, certains secteurs de l'Antarctique glissent plus rapidement. La fonte des glaciers de l'Antarctique du Groenland, c'est le premier facteur aujourd'hui de montée du niveau des mers, ça s'ajoute au gonflement de l'océan. Le niveau des mers monte de manière accélérée, 15 cm au XXe siècle, 3,6 mm chaque année aujourd'hui. Donc le changement climatique, c'est également des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses. 46 degrés l'année dernière dans le sud de la France. On a décalé le passage du brevet, nos écoles ne sont pas prêtes, nos bâtiments ne sont pas prêts, notre agriculture a souffert. C'est le cas dans un pays riche, mais c'est aussi le cas dans la plupart des pays en développement. Le changement climatique, par les vagues de chaleur plus intenses, affecte les rendements agricoles. Dans les régions de climat méditerranéen, il s'accompagne d'une baisse de la pluviométrie. Celle-ci affecte la sécurité en eau. On observe déjà une augmentation de la sévérité des sécheresses. On observe un allongement de la saison propice au départ de feu dans ces régions de climat méditerranéen, ici comme par exemple dans le sud de l'Australie. Le changement climatique, c'est aussi un renforcement de l'intensité des pluies torrentielles. Une atmosphère plus chaude peut transporter plus d'humidité, donc un cyclone aujourd'hui peut apporter des pluies plus intenses que le même cyclone il y a une 50aine d'années. On l'observe dans le sud de la France, par exemple. Le thème, c'est le courage de transformer. Est-ce que nous transformons nos modes de vie, nos modes de production à la hauteur de cet enjeu? On observe la poursuite constante des émissions de gaz à effet de serre. On observe l'augmentation croissante de la teneur des principaux gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Les promesses mises par les pays sur la table dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat en 2015 témoignent d'une action concertée. Si l'ensemble des promesses se réalisent, alors d'ici à 2030, les émissions de gaz à effet de serre monteront moins vite que si on ne faisait rien. Mais elle continuera à monter. Si on voulait contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés, l'objectif que se sont fixés les nations dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, que faudrait-il faire? Il faudrait en fait, dans l'ensemble des trajectoires disponibles dans la littérature scientifique, technique, socio-économique, il faudrait en fait que les émissions mondiales de dioxyde de carbone baissent d'1/4 d'ici 2030 et atteignent dans la deuxième moitié de ce siècle la neutralité. C'est-à-dire on n'est pas plus dans l'atmosphère que ce qu'on est capable d'enlever et de stocker de manière durable. Quelles sont les entreprises qui alignent leur action sur ce type de trajectoire? Quels sont les investisseurs qui alignent leur choix d'investissement sur ce type de trajectoire? C'est un défi majeur. Pour l'instant, les promesses faites par les États ne sont pas à la hauteur. À horizon de la fin de cette année, ils doivent mettre sur la table la révision de leur ambition. Quelle sera-t-elle? Cela va dépendre aussi de ce que feront les acteurs, bien sûr, du monde économique partout. Et puis, le changement climatique, on le subit. Mais beaucoup de ces conséquences dépendent des choix que l'on va faire. Des choix, bien sûr, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais beaucoup d'autres choix. On peut, par exemple, en agissant aujourd'hui, maîtriser l'ampleur des risques liés au changement climatique sur le littoral. Le littoral, c'est important. À horizon 2050, il y aura 1 milliard de personnes qui vont vivre sur le littoral. Ça concentre de grandes villes, des infrastructures essentielles, ça concentre de grands deltas agricoles, centraux pour la production alimentaire, et aussi des zones de basse terre et des écosystèmes fragiles. Le niveau des mers qui monte, c'est bien sûr une montée graduelle. Dans un scénario d'action forte pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, une stabilisation autour de 2 degrés du réchauffement à horizon 2050-2100, le niveau des mers continuera à monter, 50 cm d'ici à la fin de ce siècle, de l'ordre d'1 mètre à horizon 2300. Si on laisse faire, ce sera plus.
Et ça se poursuivra pendant longtemps. On ne peut pas en fait bloquer la montée du niveau des mers, il va falloir faire avec. Et un niveau moyen des mers qui monte, c'est les événements de très haut niveau marin, ceux qui se produisent quand on a la tempête du siècle, qui vont devenir de plus en plus fréquents, annuels à horizon 2050, dans beaucoup de régions du monde. Donc la question de la prise en compte des risques physiques, des risques climatiques, pour déployer une approche intelligente, collégiale, de gestion de risques, dans le cadre de processus délibératifs où chacun a sa part à jouer, c'est quelque chose de fondamental pour réduire les risques liés au changement inéluctable. Et puis on a des leviers d'action qui sont formidables. Les solutions qui existent aujourd'hui, elles n'étaient pas là il y a 5 ans, il y a 10 ans. Qu'est-ce que ça voudrait dire en fait d'agir à hauteur des enjeux pour maîtriser les risques pour la sécurité en eau, la sécurité alimentaire, essentielle, pour maîtriser également la préservation de la biodiversité et des écosystèmes. Donc réduire fortement les rejets de gaz à effet de serre, en fait ça demande des transitions sans précédent historique, à un rythme sans précédent historique dans tous les secteurs d'activité. Bien sûr, le secteur de l'énergie, c'est le premier qui vient en tête, avec le fait de décarboner la production d'électricité, d'électrifier les autres usages de l'énergie, pour ensuite produire dans le secteur industriel avec une électricité bas carbone, avec une énergie bas carbone. Mais c'est aussi transformer notre gestion des terres, l'aménagement du territoire. C'est également préserver les puits naturels de carbone, tous les écosystèmes et en particulier les forêts primaires. C'est aussi transformer les pratiques agricoles. Aujourd'hui, notre système alimentaire, il rejette un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre, depuis la production jusqu'aux déchets, en passant par ce qu'il y a dans notre assiette. Il y a des leviers d'action qui sont formidables, mais ça touche tous les secteurs, c'est-à-dire produire, transformer, et aussi ce que l'on choisit de consommer. Il y a des actions, des solutions qui sont disponibles maintenant. Ce n'est pas de la science qui est à l'état de prototype dans les laboratoires. Des connaissances locales, des progrès dans les techniques agricoles permettent en fait de restaurer les sols dégradés, d'agir pour l'adaptation, pour l'atténuation, pour la sécurité alimentaire, avec des bénéfices dans beaucoup de multiples dimensions. Quand on fait l'évaluation de l'état des connaissances avec le GIEC, en fait, on mobilise des chercheurs du monde entier, secteur public, secteur privé. Ils passent en revue l'état des connaissances et on a aussi transformé notre manière de faire. Parce qu'en regardant les différents secteurs d'activité, les options d'action, l'énergie, l'usage des terres, mais aussi les villes qui vont jouer un rôle central avec ce mouvement d'urbanisation massive dans le monde, l'industrie, le besoin d'infrastructures, finalement on a centré l'analyse des options d'action beaucoup plus largement. On a regardé en fait l'ensemble des dimensions d'un développement soutenable, les bénéfices en matière de santé publique, les bénéfices par rapport au fait de permettre à tous de vivre dignement. Et donc très profondément on a centré l'analyse des enjeux sur le climat comme une question essentielle au développement. Entre un réchauffement d'1,5 degré et 2 degrés, c'est plusieurs centaines de millions de personnes qui sont aujourd'hui susceptibles de basculer dans la pauvreté, qui seront exposés à des risques climatiques croisés, directs et indirects. La question de la maîtrise de réchauffement, c'est très profondément essentiel par rapport au fait de permettre à tous de vivre dignement partout. Le changement climatique, aujourd'hui, c'est un facteur de stress pour la biodiversité, en plus des facteurs locaux, des pressions qui s'exercent localement. Ça ne va faire qu'augmenter. Si vous voulez conserver la richesse du vivant sur Terre, l'enjeu d'action par rapport au changement climatique est essentiel. Certains écosystèmes sont plus fragiles que d'autres. On le voit sur les continents, on le voit peut-être moins en mer. En mer, on a un océan qui se réchauffe, qui s'acidifie, qui perd de l'oxygène parce que les eaux de mer se mélangent moins bien quand l'océan se réchauffe. Donc des tensions conjointes. On a des espèces de poissons qui se déplacent de 50 km tous les 10 ans vers le pôle. Le potentiel de pêche va diminuer dans les régions tropicales. On a déjà des récifs de coraux qui sont sévèrement dégradés parce que les épisodes chauds se répètent. Ça fait partie des écosystèmes les plus exposés, mais tous en fait sont concernés en fonction de l'ampleur et de la vitesse du réchauffement climatique. Et on a besoin de revoir ces indépendances, ces interdépendances entre ce monde qui nous entoure, ces écosystèmes, ces conditions physiques, la variabilité du climat, les événements extrêmes, et nos propres choix, nos propres modèles de développement. Donc, ce que je veux également mentionner, c'est le fait d'avoir analysé dans les options d'action qui existent, dans tous les secteurs d'activité, quelles sont les dimensions de faisabilité. Il y a des dimensions qui sont économiques, technologiques, environnementales, les ressources par exemple. Il y a des dimensions qui sont profondément socioculturelles, ce que les gens ont envie de faire, sont prêts à faire, et puis il y a des dimensions institutionnelles. Et on a montré en fait tous les leviers d'action qui existent pour déployer les solutions qui existent rapidement, en levant les freins, et aussi tout le besoin d'innovation. L'innovation technologique, l'innovation sociale et l'innovation frugale, abordable, que tout le monde puisse se permettre de déployer,
Ce besoin, il est formidable en fait, par rapport à la question du changement climatique. Parce que finalement, ce qu'on a à construire, c'est un mode de développement qui ne laisse personne derrière, un mode de développement qui soit résilient, c'est-à-dire qui fonctionne même parce que le climat va continuer inéluctablement à changer sur les prochaines décennies, et un mode de développement où on pense les transformations avec cet objectif de neutralité sur les émissions de dioxyde de carbone, ce qui amène à voir les choses en fait complètement différemment. Alors, je voudrais venir vers vous avec une question. Qui parmi vous a lu un des résumés pour décideurs des rapports spéciaux que nous avons rendus sur 1,5 degré, les terres, l'océan, la cryosphère? Qui parmi vous les a regardés? Ils sont disponibles sur le site du GIEC en anglais, où il y a une traduction citoyenne qui est disponible en attendant les traductions en français qui vont venir. Qui parmi vous mesure son empreinte carbone? Son empreinte carbone dans un contexte professionnel, dans son entreprise, dans sa collectivité? Qui parmi vous le fait à titre individuel? Pour avoir le courage de transformer, la première chose, c'est mesurer. Mesurer. Qu'est-ce qui, dans nos activités, conduit à rejeter les gaz à effet de serre? C'est avoir une approche basée sur la science. S'aligner avec les enjeux pour maîtriser les rejets de gaz à effet de serre, analyser quels sont les risques physiques sur des chaînes de valeur, sur les secteurs d'activité, et ensuite, lucidement, en s'appuyant sur ces connaissances, on peut agir d'une manière efficace. En fait, pour résumer le rapport qu'on avait rendu sur 1,5 degré à la demande de l'accord de Paris sur le climat, de la COP21, moi je le résume en disant, en fait, par rapport au réchauffement climatique, chaque fraction de degré, chaque demi-degré compte. Un monde 1 degré plus chaud, c'est pas la même chose qu'un monde 1,5 degré plus chaud au rythme actuel entre 2030 et 2050. Et puis un monde qui peut se stabiliser autour d'1,5 degré ou 2 degrés si on agit profondément maintenant, ou un réchauffement qui s'accélère, qui atteint 2 degrés en 2050, 3 degrés en 2100 avec le niveau actuel d'ambition. Donc chaque demi-degré compte. Ensuite, par rapport à nos émissions de gaz à effet de serre, leur effet cumulatif, en particulier pour le dioxyde de carbone, chaque année compte. Si on n'agit pas aujourd'hui, ça veut dire plus de réchauffement, et ça veut dire une action plus radicale, plus subie, ou des options plus risquées à l'avenir. Ça veut dire qu'on laisse aux jeunes générations d'aujourd'hui le défi de faire avec. Et puis enfin, chaque choix compte, et sur l'action par rapport au climat, si on la pense profondément avec les autres dimensions d'un développement soutenable, il y a beaucoup de co-bénéfices, il y a des effets indésirables, on a besoin de mesures, de redistribution, de compensation, pour prendre en compte les vulnérabilités qui existent, pour permettre en fait d'avoir une transformation profonde à tous les échelons. Et pour ça, en fait, chaque choix compte, mais nous avons vraiment besoin de vous tous. Merci. Merci beaucoup.